regardons ce qui se passe et ce qui s'est passé du côté des marchés obligataires et des marchés de crédit, de dette d'entreprise ces derniers jours. Et ce sont encore une fois les marchés peut-être les plus importants dans cet épisode de crise inédit. Ce sont les marchés sur lesquels interviennent avant tout les banques centrales. Le marché action, c'est une chose, mais les marchés de dette obligataire ou de dette corporate, ce sont quand même les marchés les plus importants pour le financement de l'économie réelle. C'est Michael Israël qui est avec nous par téléphone pour évoquer cette situation de marché sur le crédit, associé d'Iveo Capital Partners et co-gérant des fonds d'Iveo Capital Partners. Michael, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans l'investissement obligataire, dans l'investissement crédit, avec une dimension également tournée vers les pays émergents. On pourra l'évoquer avec vous, mais vos observations, vos commentaires sur la situation de cette semaine sur les marchés de crédit par rapport à ce qu'on a connu peut-être les jours précédents, la semaine dernière notamment, Michael. Alors bonjour Grégoire. Bien écoutez, sur les marchés de crédit, je crois que le sujet, vous l'avez déjà largement débattu, c'est la liquidité. La semaine dernière, le marché était totalement asséché et puis on a retrouvé en tout cas ces derniers jours un petit peu de liquidité sur les marchés. Que d'ailleurs, je dirais de manière générale, c'était quelles que soient les géographies, que ce soit les émergents ou les pays développés, dès qu'on était sur des sous-jacents corporate, la liquidité était vraiment très très faible. Donc maintenant, la liquidité, c'est pas la liquidité en soi qui est importante, c'est les conséquences de l'absence de la liquidité, c'est le sujet des prix. Prix, à quel prix sont les choses. Faut l'expliquer, Michael, parce qu'on en a débattu largement, mais je pense que c'est quand même un point clé. Enfin, la semaine dernière, c'était l'image qui était reprise par un investisseur hier à l'antenne. Les marchés ont vécu un arrêt cardiaque. Du point de vue de la liquidité, c'est ce que vous avez ressenti aussi, Michael. Oui, tout à fait. Du coup, nous, la semaine dernière, pour vous raconter un petit peu le day-to-day, Bien les sûr. journées, on a passé entre 5 et 7 heures par jour à faire ce qu'on appelle du price discovery, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas de prix, il faut aller les chercher. Donc, obligation après obligation, vous contactez les brokers, vous essayez d'avoir le prix le plus juste dans un marché où, en plus, il n'y a pas de transaction. Donc c'est quand même quelque chose de compliqué. Alors la conséquence de ça, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais une des conséquences, c'est qu'on se retrouve avec des prix qui ne sont plus des prix qui reflètent la qualité des sous-jacents, mais qui sont des prix qui sont ce qu'on appelle le prix de la liquidité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez sortir un actif, eh bien son prix, c'est le prix auquel on vous offre de la liquidité dans ce contexte. Donc ça peut être intéressant, on voit une forte déconnexion des qualités intrinsèques et des prix. Et d'un autre côté, pour ceux qui ont besoin de liquidité dans ces périodes, c'est difficile parce que potentiellement des actifs à des prix qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'actif sous-jacent. C'est un point clé, Michael, si on peut insister là-dessus. Mais pour vous, quand vous faites le travail fondamental d'analyse justement de la solidité des bilans des entreprises auxquelles vous prêtez de l'argent d'une certaine manière ou dans lesquelles vous investissez via des titres de dette, vous dites l'absence de liquidité finalement a peut-être participé beaucoup plus à la baisse des prix que la révision fondamentale de la qualité des entreprises. Ah oui, sur le marché du crédit d'entreprise, ouais. Pour nous, c'est assez clair. Alors, on a plusieurs manières de le constater. Et une manière un peu simpliste, je dirais, c'est déjà quand vous voyez qu'il y a une baisse des prix très généralisée, de manière un peu indifférenciée entre les sociétés, c'est déjà un indicateur qu'on n'est plus dans un pricing réel des sous-jacents. La deuxième chose qui vous donne une indication, c'est aussi de se retrouver dans des situations où vous voyez des obligations d'entreprises qui ont plus de cash que de dette, donc qui ont sur leur bilan suffisamment de cash pour rembourser toute la dette de l'entreprise et qui n'ont même pas forcément d'échéance à court terme et qui se retrouvent à avoir aussi le prix de leurs obligations décoté, à tel point d'ailleurs qu'on a contacté ces entreprises pour faire le point comme on le fait très régulièrement. Et certaines d'entre elles envisagent de racheter à ces décotes-là, envisagent de racheter leurs propres obligations dans le marché parce que ça pourrait être une opportunité pour eux de désendettement. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Puis un troisième indicateur un petit peu plus technique, mais qu'on peut aussi simplifier, c'est qu'on peut, à partir des prix qu'on voit dans le marché, analyser quelle est la probabilité de défaut d'un portefeuille et se dire jusqu'à combien de défauts je peux avoir sur ce portefeuille sans perdre d'argent. C'est-à-dire les prix sont tellement bas et assez
permettent d'avoir, avec mon niveau de coupon et mon niveau de recovery si jamais il y a des faillites, et même en prenant des hypothèses très basses, je peux calculer le montant du choc que peut absorber mon portefeuille d'obligations. Et on se retrouve avec des niveaux, pour vous dire, la semaine dernière, il y avait des niveaux entre 50 et 90%, ça dépend des hypothèses que vous voulez retenir. Mais enfin, dans tous les cas, après, vous faites votre propre analyse, si vous connaissez les boîtes sous-jacentes, et vous dites, est-ce que c'est logique de dire je vais avoir 50% de défauts ou 80% de défauts ? Et vous avez rapidement conclu dans vos portefeuilles, en tout cas, Mickaël, que non, que vous n'auriez pas 80% de défauts dans les positions que vous aviez en portefeuille. Ça veut dire que du point de vue de l'investisseur crédit, encore une fois, on parle de dette d'entreprise, c'est un marché d'opportunité aujourd'hui, Mickaël ? Alors oui, sous réserve qu'on puisse acheter aussi à ces prix-là, puisque voilà, le corollaire de tout ça, c'est qu'aussi la liquidité, elle est pas là à l'achat aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui serait très cash aujourd'hui et qui aurait la capacité de déployer, il peut faire des bonnes affaires, c'est évident. Il y a vraiment ce qu'on appelle en interne des clear buy sur certains dossiers, c'est vraiment très très évident. Après, sous réserve de pouvoir trouver les volumes et de pouvoir acheter tout ce qu'on veut acheter. Mais oui, la réponse c'est il y a des opportunités très claires et puis il y a des dossiers sur lesquels il faut être vigilant. Je vais dire un mot rapide là-dessus, quelque chose de bon sens. Dans les crises, les sociétés les plus vulnérables, ce sont les sociétés qui rentrent dans la crise avec un niveau d'endettement élevé ou pas assez de cash sur le bilan et donc un risque de refinancement si la liquidité s'assèche. Donc en fait, si on fait une bonne analyse et qu'on sélectionne des entreprises qui sont peu endettées et qui peuvent émerger de cette crise, puisque cette crise, elle va s'arrêter à un moment donné, et qui peut ressortir de cette crise avec un niveau d'endettement, puisque tout cet hélicoptère monnaie à la fin, ça veut dire aussi que les entreprises aussi, puisqu'elles sont je dirais les récipiendaires de tout ce cash, les entreprises vont sûrement sortir aussi avec un niveau d'endettement. Il n'y a pas que les pays, les entreprises aussi vont sortir avec un niveau d'endettement plus élevé, puisqu'on leur prête de l'argent pour passer la crise. Et il faut sélectionner les entreprises qui rentrent dans cette crise avec peu de dettes, qui peuvent en sortir avec un peu plus de dettes et que ça reste gérable à leur niveau. D'un point de vue macroéconomique, on peut imaginer des abandons de créances privées. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu la tribune de Mario Draghi dans le Financial Times cette semaine, mais il en venait à cette conclusion. Le choc va être tellement fort que les États se doivent d'être en première ligne et que c'est la dette publique qui va devoir absorber ce choc et que, notamment, il faudra peut-être en passer par l'annulation de dettes privées également pour sortir peut-être plus facilement de cette crise. C'est une option qui vous paraît envisageable, Mickaël ? Alors, c'est une option envisageable. Est-ce que c'est une option sur laquelle j'aimerais baser nos investissements ? Non. Voilà. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut rester... dans ces crises, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les sociétés avec peu de dettes, avec du cash sur le bilan. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, les sociétés qui font de très fortes marges EBITDA sont des sociétés qui, quand cette crise va se terminer, vont être en capacité de ressortir et de continuer à fonctionner. Je vais vous prendre un exemple qui est assez provocateur. Si vous prenez le secteur des aéroports, vous comparez ça avec les compagnies aériennes, qui sont donc deux secteurs complètement à l'arrêt aujourd'hui. D'un côté, si vous regardez les aéroports, on sait que ce sont des activités quand les choses vont reprendre, et même si elles reprennent avec un trafic beaucoup plus faible que ce qu'on voit aujourd'hui, il y aura un impact évidemment, il n'empêche que ces activités-là ont des très très grosses marges EBITDA. Donc dès qu'elles se remettent à fonctionner, elles recommencent à créer du cash, elles se mettent en free cash flow, elles recommencent à pouvoir repayer leurs échéances, elles peuvent décaler leur programme de CAPEX. Ce sont des sociétés qui, en général, survivent très très bien aux très grandes crises. Par opposition aux compagnies aériennes qui sont beaucoup plus fragiles, et on parle là de deux secteurs qui sont pourtant très très liés. Juste au passage, Mickaël, vous suivez sans doute peut-être le débat politique sur la question des dividendes en France notamment. Alors, les dividendes, c'est pour l'actionnaire, mais ça fait partie quand même de la manière dont on utilise son cash et son cash flow. Donc c'est important également pour celui qui regarde ça d'un point de vue de crédit. Est-ce qu'il y a est-ce que l'État, oui, est dans son bon rôle en recommandant, voire en inscrivant dans un dispositif légal un avertissement par rapport à des entreprises qui utiliseraient peut-être un peu trop l'argument des dividendes dans ce genre de période ? Qu'est-ce que vous en dites, Mickaël ?
Alors nous, en tant que gérant obligataire, enfin voilà, on achète des obligations, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire que les sociétés soient, je dirais presque contraintes de protéger leur cash et de ne pas le distribuer aux actionnaires. Quelque part, c'est une autre manière de dire vous travaillez pour les créanciers. Et ce qu'il faut, c'est assurer la survie de la société. Donc on voit ça plutôt d'un bon œil. Après, est-ce que ça va se généraliser ? Oui, c'est pour l'instant tout est en train de se mettre en musique, on va dire, du côté de Bercy et de l'Élysée. Pour les émergents, Mickaël, qu'est-ce qu'on peut dire globalement, encore une fois, avec le regard crédit que vous avez, hein, la dette d'entreprise, globalement, est-ce que les pays émergents et les entreprises de ces pays émergents, est-ce qu'elles sont dans une situation beaucoup plus compliquée que nos entreprises européennes ou américaines ? Est-ce qu'elles ont quand même aussi des points d'appui peut-être favorables également ? Alors c'est intéressant parce que là on est dans le sujet, c'est vraiment intéressant. Donc quelle est la différence, on va dire de manière un peu brutale, entre les sociétés des pays émergents et les sociétés des pays développés ? On va dire que les sociétés des pays émergents, ça c'est très clair, elles rentrent dans cette crise avec un niveau d'endettement qui est plus faible que celle des pays développés. D'ailleurs, vous savez que dans les pays émergents, alors c'est un peu un fourre-tout cette classe d'actifs, donc c'est un peu compliqué puisque il y a de tout, c'est très hétérogène, hein, on voit bien, il y a la Chine d'un côté qui est plutôt en sortie de crise, il y a d'autres pays qui sont en train de rentrer dans cette crise. D'ailleurs, si je fais juste un petit état des lieux rapide, il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui est intéressant sur les émergents, c'est que pour la plupart en tout cas, ils rentrent dans cette crise en ayant pris les actions, vous savez, du confinement et du distancement social, enfin le social distancing, ils l'ont prise assez tôt, beaucoup plus tôt que dans les pays développés. L'autre point aussi qu'on commence à voir, a priori, il y a très peu de pays qui ont plus de 100 morts. Alors on peut toujours discuter les chiffres, hein, mais en tout cas des chiffres qui circulent, on voit une situation qui est peut-être plus positive dans les pays émergents, plus les histoires de jeunesse de la population, etc. Mais c'est pas tellement le sujet, je vais revenir aux sociétés. Donc sur les sociétés, les émergents ont déjà eu un certain nombre de crises ces dernières années. Et donc, il s'avère que dans l'ensemble, les entreprises émergentes ont un endettement qui est beaucoup plus faible que celui dans les pays développés. Ensuite, ce sont des entreprises qui sont en général plus préparées à de la volatilité et à des environnements qui se détériorent. Donc, elles ont souvent beaucoup plus de cash sur le bilan en réserve que des sociétés qui avaient l'habitude d'avoir l'accès à la liquidité illimitée. Donc, à ce titre-là, sur la base des fondamentaux, on dirait que si c'était strictement sur cette base-là, on se sentirait presque plus confortable sur des belles entreprises basées dans des pays émergents que sur des entreprises de pays développés. Et les faiblesses, les faiblesses viennent d'où alors, Mickaël ? Alors la faiblesse, c'est qu'on n'a pas, dans les pays émergents, on a moins les banques centrales et les capacités à laisser dériver les déficits des États. Ouais. Donc, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Il faut quand même être honnête. Il y a des pays qui ont une vraie capacité aussi, hein. Vous avez vu la Chine à gérer son sujet de manière interne aussi bien que ne peuvent le faire les autres pays développés. Je pense à la Russie aussi qui a des vraies capacités. Mais tous les pays ne sont pas égaux à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont une vraie fragilité et qui ont fait le choix de confiner leur pays et protéger leur population, il faut quand même tirer un chapeau parce qu'ils n'ont pas les marges de manœuvre que d'autres ont. Mais à la fin, il y a quand même aussi des dispositifs internationaux, des banques de développement, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place aussi en support aux entreprises des pays émergents. Donc c'est pas comme s'il y avait pas du tout de filet. Donc nous ce qu'on dit et répète, c'est qu'à la fin, il vaut mieux être sur des sociétés pas endettées, peu endettées, et ça c'est le meilleur des parachutes plutôt que d'espérer des soutiens dont on ne sait pas finalement comment d'où ils viendront, combien de temps et quelles seront les contreparties. Non, mais très clair. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous par téléphone pour quelques minutes. Mickaël Israël, associé et cofondateur d'Iveo Capital Partners. Il est un peu plus de 16h30, on marque une pause et on retrouve Sabrina en duplex depuis les États-Unis, des marchés qui rebaissent après 3 jours de violents rebonds. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.